président soudanais Omar el-Béchir se rendra au sommet de la Ligue arabe qui se tient cette semaine à Amman, capitale de la Jordanie. Ceci en dépit des mandats d'arrêt de la CPI qui l'accuse notamment du génocide au Darfour. En Égypte, 56 personnes ont été condamnées ce dimanche à des peines allant de 7 à 10 ans de prison. Et ceci en raison de leur rôle dans le naufrage d'un bateau de migrants qui avait fait 202 morts. Enfin, la course de cyclisme Absa Cap Epic s'est achevée en Afrique du Sud après cette étape. Les cyclistes ont parcouru 691 km et 15 400 mètres de dénivelé. Dimanche s'est ouvert à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 5e forum des marchés émergents sur l'Afrique. La dite assise s'inscrit dans le cadre de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique qui va se tenir du 27 mars au 1er avril. Le thème pour cette édition, l'Afrique dans 40 ans. Ils sont près de 200 les participants venus de 25 pays du monde entier à réfléchir sur l'émergence en Afrique dans les domaines comme la démographie, l'éducation et la santé. Pour Theodore Hallers du Forum des marchés émergents sur l'Afrique, pour changer l'Afrique dans 40 ans, il faut impérativement que ses dirigeants s'y mettent maintenant. Il note qu'il y a eu tout de même des progrès. Theodore Hallers affirme que depuis 2010, un pays africain sur 4 a une croissance par habitant de plus de 3%. Mais cela ne suffit pas, a-t-il conclu. Il faudra aller au-delà. D'ici 2060, rapporte bien des statistiques, l'Afrique sera le seul continent avec une force de travail croissante et 60% des terres arables de la planète. Il se pourrait aussi que le continent abrite la classe moyenne la plus florissante. Visé par des mandats d'arrêt par la Cour pénale internationale qui l'accuse notamment de génocide au Darfour, le président soudanais Omar el-Béchir se rendra au sommet de la Ligue arabe qui se tient cette semaine à Amman, capitale de la Jordanie. Selon le chef de la diplomatie soudanaise, le président Omar el-Béchir, malgré son emploi du temps très chargé, participera sur invitation du roi Abdallah II de Jordanie au 28e sommet de la Ligue arabe qui débute mercredi prochain. Mais dans un communiqué, l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a appelé la Jordanie à lui refuser l'entrée sur son territoire ou à l'arrêter s'il s'y trouve. L'ONG estime qu'une telle visite ternirait les efforts du roi de Jordanie pour réformer le système judiciaire de son pays afin d'améliorer le respect des droits de l'homme. Premier tribunal permanent chargé de juger les génocides et crimes de guerre, la Cour pénale internationale, qui siège à La Haye, a émis des mandats d'arrêt contre Omar el-Béchir en 2009 et 2010 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ainsi, les pays reconnaissant la compétence de la Cour pénale internationale sont donc censés l'arrêter s'il se présente sur le territoire. Que le représentant légal est actuellement... Le Soudan et l'Arabie s'apprêtent à entrer dans une nouvelle phase de leurs relations. En effet, les deux pays entameront des manœuvres militaires aériennes cette semaine. Ce seront les premiers exercices du genre depuis la rupture en 2015 des liens entre Khartoum et Téhéran. Les manœuvres auront lieu du 29 mars au 12 avril à Meroé, au nord de Khartoum. Les opérations impliqueront des centaines de personnels de l'armée de l'air des deux pays. Les exercices aériens visent à améliorer les capacités opérationnelles des aviations des deux pays, améliorant les technologies liées aux opérations aériennes et en promouvant la coopération. L'armée de l'air saoudienne va participer à ces exercices avec un MiG-29, un Sukhoi 24 et un Sukhoi 25 et 2 hélicoptères M-17. Le régime islamiste à Khartoum avait maintenu pendant des années d'étroites relations avec l'Iran, mais la rivalité grandissante de ce dernier avec l'Arabie saoudite, notamment sur le conflit syrien, a changé la donne. Pour des analystes, ce réchauffement aide le Soudan à atténuer son isolement international et offre à l'Arabie un nouveau marché pour ses investissements. En Gambie, à Banjul,
Pour la 4e fois, 9 anciens agents de la NIA, les services de renseignement de l'ancien dictateur Yaya Jammeh, se retrouvent devant la justice. Arrêtés mi-février, ils sont poursuivis par l'État gambien, notamment pour le meurtre de Solo Sadeng, un opposant politique mort en détention en avril 2016. Un procès symbolique pour la population gambienne qui a vécu sous la terreur de cette institution pendant plus de 20 ans. Mais ce procès n'arrive pas vraiment à démarrer, faute d'investigation et de preuves suffisantes. Mais ce qui bloque aussi, c'est le manque de personnel qualifié pour gérer une telle affaire. Le corps de Solo Sadeng a été exhumé au début du mois, mais aucun expert gambien n'est capable d'identifier les causes de sa mort. En attendant, les 9 suspects sont toujours en détention. Une situation délicate qui ne devrait plus se reproduire. Le ministère de la Justice a annoncé qu'il ne se saisira plus d'aucun dossier criminel sans que de vraies investigations aient été menées en amont. « 56 Égyptiens ont été condamnés dimanche à des peines allant de 7 à 10 ans de prison pour leur rôle dans le naufrage d'un bateau de migrants au large de l'Égypte qui a fait 202 morts selon des responsables judiciaires. Le 21 septembre 2016, un bateau de pêche avec 450 migrants à bord avait chaviré en Méditerranée au large de la ville de Rosette, selon le témoignage de survivants. Au moins 202 personnes avaient péri selon les autorités égyptiennes. Dimanche, 56 Égyptiens ont été jugés coupables par la cour criminelle de Rosette de meurtre, négligence, utilisation d'une embarcation à des fins illégales et organisation de migration illégale. Seules 31 personnes étaient présentes lors du procès, 25 autres étant jugées par contumace. Les personnes condamnées peuvent faire appel, a indiqué une source judiciaire qui a requis l'anonymat. Plusieurs passeurs égyptiens ont déjà été condamnés par le passé à la prison dans le même type d'affaires. Au cœur d'une des synagogues du Caire, Magda Haroun dévoile des rouleaux de la Torah, parfois vieux de plusieurs siècles. Un jour, ce sera tout ce qui restera de la communauté juive de la capitale égyptienne. Au milieu du XXe siècle, les Juifs étaient entre 80 et 120 000 dans tout le pays. Au Caire, ils ne sont à présent plus que 6. Avant, nous étions plus nombreux. Mais comme nos membres sont âgés, 2 ou 3 au minimum disparaissent chaque année. Magda est l'ange gardien des derniers Juifs du Caire et veille sur leur patrimoine. À 91 ans, sa mère, Marcel, est l'une des doyennes de cette communauté. Elle a peur que l'histoire millénaire des Juifs d'Égypte s'efface peu à peu. J'en suis très affectée et triste. Mais je ne peux rien faire. C'est trop tard. Beaucoup de synagogues en Égypte ont aujourd'hui besoin de restauration. Depuis 2016, pour la première fois, un comité a été créé pour répertorier le patrimoine juif. D'après le gouvernement, il est traité de la même façon que les autres richesses culturelles. Les antiquités islamiques, chrétiennes et juives sont des antiquités provenant de la civilisation égyptienne, et donc elles reçoivent toutes le même respect et ont la même importance. La création de l'État d'Israël et la succession de conflits israélo-arabes ont favorisé la fuite ou l'exil forcé des Juifs d'Égypte. Amir Ramsès a réalisé l'un des seuls documentaires sur cette communauté, et pour lui, la perception qu'ont les Égyptiens des Juifs de leur pays reste mitigée. Beaucoup de gens continuent de confondre le mot juif et le mot israélien à cause de cette animosité politique. Mais peu à peu, cette situation change. Peu à peu, les gens arrivent à faire la différence entre celui qui est juif et celui qui appartient à un État avec lequel il y a un combat politique. Il n'y a pas eu d'acte antisémite récent, mais les derniers Juifs d'Égypte préfèrent rester discrets pour protéger encore un peu leur présence sur les bords du Nil. Plus de 100 millions d'enfants dans 13 pays d'Afrique seront vaccinés dans le cadre d'une campagne de lutte contre la polio lancée depuis samedi.
Du Bénin au Tchad, en passant par le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria, le Mali et le Niger, le Nigeria et la République démocratique du Congo, tous les enfants de moins de 5 ans seront simultanément vaccinés. Cette campagne constitue une réponse importante suite aux 4 cas recensés dans le nord-est du Nigeria en 2016. Au Nigeria, les agents de santé vont se déplacer de maison en maison dans les églises, les mosquées, les écoles, les marchés et d'autres lieux où les enfants de moins de 5 ans peuvent se trouver. Plus de 190 000 vaccinateurs ont été mobilisés pour cette campagne. Le but est de faire disparaître le dernier battion de la poliomyélite sur le continent. L'Afrique pensait s'être débarrassée complètement de la maladie il y a 2 ans, jusqu'à ce que le Nigeria signale 4 cas en août dernier. Depuis la libéralisation du secteur de l'audiovisuel et des télécommunications, le Niger a connu une véritable floraison d'infrastructures de radiocommunication. Un développement qui n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. En effet, à tort ou à raison, les populations nigériennes s'inquiètent sur les effets que pourrait avoir la prolifération des stations radioélectriques et plus particulièrement de celles des réseaux de téléphonie mobile et des émetteurs de radiodiffusion. Face à toutes ces craintes et leurs ampleurs, l'autorité de régulation des télécommunications et de la Poste a recruté un cabinet international chargé de mener une étude pour la mise en place d'une réglementation et la définition d'un protocole de mesures sur la protection du public contre les champs électromagnétiques au Niger. Cette étude est l'objet de l'atelier de restitution sur les effets des rayonnements électromagnétiques au Niger. L'ARTP envisage de mettre en place un cadre réglementaire visant un niveau élevé de protection du public contre les effets nocifs de l'exposition aux champs électromagnétiques, en particulier en limitant l'exposition à des sources de rayonnement non ionisants. La réglementation doit fixer notamment les valeurs limites que ne doit pas dépasser les niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements radioélectriques. L'étude a été menée par le Centre d'études et de recherche des télécommunications de Tunisie, un centre qui a une expérience avérée. En marge de l'atelier de restitution, les participants, experts nigériens et tunisiens, ont procédé à des mesures sur le terrain à la grande satisfaction des représentants des consommateurs nigériens. Les effets rayons radioactifs sont vraiment néfastes pour la santé et surtout pour les enfants. Cette lutte que nous avons menée pendant plus de 4 ans, aujourd'hui, nous pensons que l'ARTP a pris ses responsabilités. L'ARTP va nous donner un cadre qui va nous permettre de vivre en compatibilité avec les rayons. Conformément à son mandat, l'autorité de régulation a soumis à l'examen des participants plusieurs points, dont le projet de texte relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques qui vise à garantir une meilleure protection du public contre les rayonnements électromagnétiques des stations radioélectriques au Niger. La course de cyclisme Absa Cap Épique s'est terminée en Afrique du Sud après cette étape au milieu de paysages sud-africains grandioses. Les cyclistes ont parcouru 691 km de Mirendal à Val-de-Vie et 15 400 mètres de dénivelé. La semaine dernière, c'était les dernières préparations pour l'Épique et je savais que nous allions souffrir toute la semaine et heureusement, pendant la semaine, nous nous sommes sentis de mieux en mieux. On a pris une étape et ensuite, hier, nous n'avons pas eu de chance, mais nous nous sentions encore en forme et puis aujourd'hui a été une journée formidable. Je pense que c'est tellement facile d'abandonner et de s'en aller et de baisser les épaules. Mais ce n'était pas une option pour nous. Et nous nous sommes battus jusqu'au bout. Cette dernière étape annoncée roulante et facile fait tout de même 85 km pour 1300 mètres de dénivelé. 85 km où il faut éviter l'erreur bête, la chute, le coup de bambou qui pourrait tout faire perdre après 8 jours de course sans relâche et un gros investissement financier comme personnel.